Merci d'avoir choisi RFI. Il est minuit 30 à Paris, même heure à Bujumbura, 22h30 à Bamako. Afrique Soir sur RFI, Catherine Zemmouri. À la une de cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir, le calme est revenu dans la ville de Gao, au nord du Mali. Après une journée de violence qui a fait 4 morts et une trentaine de blessés, une délégation ministérielle est arrivée mercredi dans la ville pour tenter de désamorcer les tensions. Au Burundi, une ex-ministre a été assassinée en plein pourparlers de sortie de crise qui vise justement à mettre un terme aux violences que connaît le pays depuis plus d'1 an. Au Soudan du Sud, cette annonce faite par le président Salva Kiir qui déclare l'amnistie pour les ex-rebelles impliqués dans les combats qui ont eu lieu fin de semaine dernière dans la ville de Juba. Annonce faite au moment où le président des États-Unis, Barack Obama, décide lui d'envoyer des troupes pour sécuriser l'ambassade US du pays. Enfin, un coup de théâtre au Zimbabwe après avoir été inculpé mercredi d'abord pour incitation à la violence, puis pour tentative de déstabilisation du pouvoir. Le pasteur Evan Mawarire, opposant au président Robert Mugabe, a finalement été libéré par le tribunal d'Harare pour vice de procédure. Le Zimbabwe, il en sera très justement question avec notre invité Lizel Lou, spécialiste de l'Afrique australe, qui nous expliquera la situation de crise politique et économique que connaît le pays depuis les années 2000. Et puis nous retrouverons en toute fin d'édition Pierre Chaperon pour la page des sports, et ce sera dans une trentaine de minutes. À Bamako, une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi à la Maison des Jeunes pour planifier des actions de protestation et de soutien après les événements meurtriers qui ont eu lieu à Gao mardi. L'occasion aussi de se recueillir pour rendre hommage aux 4 jeunes tués au cours de ces événements. Anthony Fouchard se trouvait parmi les manifestants hier. Nous sommes résolus de mourir. L'hymne du Mali, puis une minute de silence. Ce rassemblement n'est pas politique, martèlent les manifestants. Il est pour le pays. Dans la foule, Diafarissia est ému. Il est originaire de Gao et partage la colère des jeunes de sa ville natale. Moi, je rejette les autorités intérimaires. Ça veut dire quoi, les autorités intérimaires? Les locaux auront 4 représentants dans les communes des mairies. La CEMA 4 représentants, l'État 3 représentants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront majoritaires et nous ne reconnaissons pas dans l'Azawad. Nous réclamons du Mali. On ne sait même pas comment ça parachuter comme ça parce qu'on ne nous a pas en fait expliqué clairement ce que veut dire autorité intérimaire. Mohamed Koulibaly, lui, craint que la répression ne devienne la norme. Il est le porte-parole du mouvement des jeunes Ras-le-Bol à Bamako. C'est très important. Ça s'est passé à Gao. Ça peut se passer à Koulikoro, ça peut se passer à Bamako. Généralement, c'est la course juvénile qui est la plus touchée. Est-ce qu'il ne faut pas se préparer dans le but de décrier ces déboires et ces dérives commises par l'armée ou bien par les hommes en armes contre une population innocente? Des marches de soutien sont prévues aujourd'hui dans le pays, notamment à Bamako. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. À noter dans un communiqué diffusé mercredi soir, la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a déploré, je cite, l'éruption de violence survenue mardi à Gao. Peu avant, 19 organisations maliennes et internationales de défense des droits de l'homme ont dénoncé dans un communiqué commun la répression violente de la manifestation par les forces de l'ordre. Pour rester au Mali et pour poursuivre dans ce dossier, sachez que l'opposition s'est fait entendre après la manifestation de jeunes qui a dégénéré à Gao, dans le nord du pays. Soumaïla Cissé, président du parti de l'URD, pointe dans un communiqué la responsabilité du gouvernement dans ces violences. Pour lui, nul doute, ces tensions sont le résultat d'un manque d'explication et de dialogue de la part du gouvernement. Soumaïla Cissé. Les populations n'ont pas été consultées, aucune campagne d'explication, ni avec les populations, ni avec les responsables. Même le Haut Conseil des collectivités, qui est censé représenter l'ensemble des collectivités du Mali, n'a pas été consulté. Ce qu'on a retenu après une entente, je dis bien une entente, dont le texte n'a même pas été soumis au Conseil des ministres, et après même un décret qui a été violé par le gouvernement lui-même, il y a une sorte de partage entre 3 groupes. La CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme et le gouvernement, sans aucune consultation des populations concernées. Je crois que c'est ce manque de dialogue qui est vraiment à la base de ce qui s'est passé à Gao. Les collectivités appartiennent aux populations, n'appartiennent pas au gouvernement ni au mouvement. Et je comprends la colère des jeunes de Gao. L'opposition, nous exhortons le gouvernement, le président de la République à un dialogue, à une rencontre pour définir les orientations, se mettre d'accord sur les nouvelles institutions dans ce pays-là depuis 3 ans. Et nous pensons que le gouvernement est
entièrement et totalement responsable de la situation de Gao. Soumaïla Cissé au micro de Laure Broulard. En Côte d'Ivoire, la production de pétrole s'est accrue de 40% en 5 ans. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les autorités du pays qui misent désormais non seulement sur le cacao, mais aussi sur l'or noir. La Côte d'Ivoire, qui assure à elle seule 40% de la production mondiale de cacao, entend ainsi faire de l'exploitation du pétrole le deuxième pilier de son économie, selon le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le président français François Hollande a annoncé mercredi soir la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique pour le mois d'octobre prochain. La fin de cette opération signifie concrètement la fin de l'intervention militaire française dans le pays. Une présence qui a commencé en 2013 pour mettre fin aux violences entre les milices chrétiennes anti-Balaka et les rebelles musulmans de la Séléka. La Commission européenne a levé mercredi des sanctions prises contre la Guinée pour sa lutte insuffisante contre la pêche illégale. L'UE autorise donc ainsi la reprise des échanges entre les deux parties. Conakry a en effet révisé son cadre juridique pour combattre la pêche illégale, renforcer son système de sanctions dans le domaine et améliorer le contrôle de ses eaux. Sachez que l'Union européenne est le premier importateur mondial de produits de la mer. Le président américain Barack Obama annonce l'envoi de soldats US pour protéger l'ambassade américaine au Soudan du Sud. Précisons que les tensions persistent malgré l'annonce d'une amnistie faite par le président Salva Kiir pour les ex-rebelles impliqués dans les combats qui ont eu lieu en fin de semaine dernière dans la ville de Juba. Des violences qui ont poussé des milliers de Sud-Soudanais à fuir vers l'Ouganda. Quant aux ressortissants étrangers, ils sont en cours d'évacuation. Une situation que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, qualifie de totalement inacceptable. C'est avec une profonde préoccupation que nous commençons ce conseil exécutif, alors que ces derniers jours, nous avons vu une résurgence du conflit au Soudan du Sud, et ce, après plus de 2 ans de pourparlers. 2 mois à peine après la formation du gouvernement d'unité nationale, les belligérants semblent être de retour dans leurs tranchées, et les habitants du Soudan du Sud, au lieu de célébrer 5 ans d'indépendance, une fois de plus, sont barricadés dans leurs maisons ou ont dû fuir comme des moutons face à des loups. En tant que continent, nous devons respecter la vie de notre peuple. Les gouvernements et les dirigeants sont là pour protéger les personnes vulnérables et servir le peuple, non pour être la cause de leur souffrance. Ce qui se passe de nouveau au Soudan du Sud est totalement inacceptable. Le continent ne peut pas rester les bras croisés et voir souffrir les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes du Soudan du Sud et nos compatriotes africains. Les propos de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, recueillis par Stéphanie Aglietti. Les pourparlers interburundais de sortie de crise se poursuivent à Arusha, en Tanzanie. L'objectif est de mettre un terme aux violences que connaît le pays depuis plusieurs mois. L'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, facilitateur dans ce dossier, a poursuivi ses rencontres à huis clos mercredi avec les différents protagonistes. Après les délégations gouvernementales et celles du CDD-FDD reçues mardi, c'était au tour des partis politiques d'opposition en exil, ainsi que des représentants de la société civile à être entendus. Mais malgré ces discussions politiques, une ancienne ministre a été assassinée près de chez elle mercredi matin à Bujumbura. Il s'agit d'Afsa Moussi, ex-ministre et proche du président Pierre Nkurunziza. Les détails avec Carole Valade. Afsa Moussi sort de son domicile du quartier de Gihosha, dans le nord-est de Bujumbura. Selon la police, un véhicule immatriculé en Tanzanie lui coupe la route. Un homme en sort, ouvre le feu avec un pistolet, avant de prendre la fuite en tirant avec un fusil de type AK-47. La victime décède avant d'arriver à l'hôpital. Ancienne journaliste de la radio-télévision nationale et correspondante de la BBC pour le service Swahili, Afsa Moussi était aussi une femme politique. Membre du CNDD-FDD, elle est porte-parole du président Pierre Nkurunziza lors de son élection en 2005. Elle occupe ensuite plusieurs postes ministériels. Elle était députée de l'Assemblée de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'institution sous-régionale qui organise en ce moment même le dialogue interburundais à Arusha. Ceux qui l'ont connue décrivent une femme discrète et de nature modérée. Sur son compte Twitter, le président Nkurunziza condamne, je cite, un acte ignoble et lâche. Il est suivi par une multitude de personnalités de tous bords. Le mode opératoire rappelle les vagues d'assassinats ciblés qu'a connu le Burundi depuis le début de la crise il y a plus d'1 an maintenant, mais qui jusque-là touchaient essentiellement des militaires.
Merci Carole Valade. Et puis toujours dans ce dossier, depuis 2 jours, le sort de 2 acteurs de la société civile burundaise fait débat à Arusha après des pressions du gouvernement burundais. Pacifique Ninyauzwe et Armel Nyongere n'ont pas pu rencontrer le facilitateur et cela inquiète le défenseur des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa. Ça nous inquiète parce qu'il ne faut pas exclure même une personne. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la partie adverse qui doit quand même proposer ce qui doit être invité. Alors, si le gouvernement dit que Pacifique Armel et les autres ne peuvent pas être invités parce qu'il y a des mandats d'arrêt. Ces mandats d'arrêt sont dressés par qui? Par ce gouvernement. Par ce gouvernement qui a causé les problèmes burundais. Nous avons dit, normalement, ce sont les 2 parties qui sont en conflit, qui doivent quand même négocier. Ce n'est pas les personnes de la même famille qui doivent négocier. Pierre Claver Mbonimpa, défenseur des droits de l'homme, propos recueillis par Anne Cantener. En République démocratique du Congo, à présent, le ministre de la Défense annonce l'arrivée d'un auditeur militaire à Beni, dans le nord Kivu, à l'est du pays. C'est le point de départ d'une enquête sur toute exaction commise dans le territoire. Le ministre Crispin Atama-Tabé achève une visite de 2 jours dans la ville de Beni. Il répond aux questions de Sonia Roulet. Effectivement, comme il y a eu beaucoup d'accusations, aussi bien contre les forces armées que d'autres personnes impliquées directement, indirectement dans le massacre que vous connaissez, c'est tout à fait normal que nous puissions actionner la justice militaire pour venir établir toutes les responsabilités. Donc c'est lié aussi au rapport du groupe d'experts et aux accusations contre le général Moundos ? Tous ces éléments sont pris en considération. Lorsque la justice enquête, on prend tout ce qui est comme indice en considération, quitte à ce que les juges puissent établir leur véracité. La population, je pense, attend maintenant depuis 2 ans que véritablement on définisse les responsabilités dans ces massacres. Est-ce que vous espérez que la justice militaire y parvienne au vu de la complexité de la situation ? La situation est complexe, je le sais, et la population civile attend un procès public. Hier, j'ai reçu les responsables de la société civile, ils ont abordé dans le même sens. Tous les éléments réunis, je pense que le procès aura lieu ici publiquement. Ministre Crispin Atama-Tabé au micro de Sonia Roulet, notre envoyée spéciale à Beni. En République démocratique du Congo, toujours, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme vient de publier son dernier rapport concernant les violences des droits de l'homme à travers le pays. Bilan, le nombre d'exactions diminue légèrement sur 6 mois, mais elles sont de plus en plus commises par les agents gouvernementaux. Au Zimbabwe, faible mobilisation pour la grève générale qui a débuté mercredi à Harare, la capitale. Les écoles, les services publics sont restés ouverts. Cette grève a été lancée à l'appel du mouvement citoyen pour dénoncer la responsabilité du gouvernement de Robert Mugabe dans la grave crise économique et politique que traverse le pays depuis les années 2000. C'est dans ce contexte que le pasteur Evan Mawarire a connu une journée mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le leader du mouvement d'opposition citoyenne a d'abord été inculpé mercredi matin pour incitation à la violence, puis quelques heures plus tard pour tentative de renversement de gouvernement, avant qu'un coup de théâtre ne se produise et que le tribunal d'Harare ne le libère dans la soirée pour vice de procédure. De Johannesburg, la correspondance d'Alexandra Branjon. C'est une petite victoire pour le mouvement citoyen. Après avoir été arrêté, inculpé pour tentative de renversement du gouvernement, tout ça en 24 heures, le pasteur Mawarire a finalement été relâché hier soir. Le juge a estimé que le parquet avait violé ses droits constitutionnels, a abandonné les charges et ordonné qu'il soit aussitôt remis en liberté. Dehors, une foule venue le soutenir a laissé éclater sa joie. Toute la journée, plus d'une centaine de personnes ont bravé l'imposant déploiement policier
pour prier et chanter devant le tribunal. Vêtus de drapeaux zimbabwéens en référence au mouvement lancé par Mawarire il y a quelques mois sur Internet, This Flag, ce drapeau. Celui-ci est désormais libre et en l'espace de quelques jours est devenu la figure de ce mouvement d'opposition au régime du président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 36 ans. Un mouvement de contestation qui de jour en jour prend de l'ampleur. Alexandra Banchon, Johannesburg, RFI. À Djibouti, à présent, la fin des poursuites judiciaires contre le secrétaire général de la coalition d'opposition Abdourahmane Mohamed Guelleh. L'ancien ministre des Affaires musulmanes Hamoud Abdi Souldan a bénéficié du même jugement ainsi que 5 autres personnes, indique leur avocat. Ils avaient été arrêtés suite aux événements du 21 décembre 2015, suspectés d'avoir organisé un rassemblement religieux au cours duquel la police a ouvert le feu sur une foule. Les autorités parlaient de 9 morts, il y en aurait eu plusieurs dizaines, selon la Fédération internationale des droits de l'homme. L'ancien maire de Djibouti souhaite à présent se rendre en France pour des raisons médicales. Il en avait été empêché au mois de mai en raison de cette procédure. Dans la seconde partie d'Afrique Soir, nous parlerons de sport avec Pierre Chaperon. Il nous rejoindra dans quelques minutes. Ensuite, ce sera le zapping d'appels sur actualité, vos réactions de mercredi matin dans l'émission de Juan Gomez. Mais tout de suite, place à l'invité. Invité qui n'est autre que Liesl Lou ce soir, spécialiste de l'Afrique australe. Liesl Lou revient pour nous sur les contestations sociales toujours vives au Zimbabwe. Depuis la semaine dernière, les mouvements de grève et les rassemblements se multiplient un peu partout dans le pays. Le président Robert Mugabe, en place depuis les années 80, est régulièrement accusé d'avoir provoqué une crise économique et politique profonde, crise qui a débuté dans les années 2000. Liesl Lou Vaudran est analyste et consultante pour l'Institut des études de sécurité en Afrique du Sud. Elle répond aux questions de Laetitia Bezin. Liesl Lou Vaudran, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça fait plusieurs semaines que la contestation s'intensifie au Zimbabwe. Aujourd'hui, les Zimbabwéens ont été appelés une nouvelle fois à participer à une grève générale. Cette contestation, est-ce qu'elle était prévisible ? Non, pas du tout. En fait, la situation au Zimbabwe s'est calmée un peu ces dernières années. Il y avait une crise économique, une crise politique, mais les Zimbabwéens ont opté pour une résistance un peu en silence parce que la répression du gouvernement était telle que les gens avaient vraiment peur. Donc, c'était pas vraiment prévisible. Il y a plusieurs facteurs qui convergent. D'abord, une pauvreté vraiment croissante due à une sécheresse extrêmement grave. Vraiment, les gens n'arrivent plus à se nourrir. La réaction du gouvernement par rapport à la crise financière du pays, ils veulent interdire d'importer des produits vraiment de nécessité, surtout de l'Afrique du Sud. Donc, il y avait ce ras-le-bol aussi à cause du fait que le gouvernement n'a pas payé les salaires des fonctionnaires à la fin du mois de juin. Tous ces facteurs-là ont vraiment créé des manifestations qu'on n'a pas vues depuis longtemps au Zimbabwe. La contestation, elle s'exprime rarement au grand jour au Zimbabwe. Donc aujourd'hui, comment on peut expliquer ce mouvement soudain ? Est-ce que la population se dit qu'elle n'a plus rien à perdre ? Oui, quelque part. C'est différents facteurs qui ont convergé. Il y avait aussi sur les médias sociaux un pasteur, Evan Mawarire, qui a commencé une campagne de protestation en ligne que les Zimbabwéens ont en masse suivi. Donc, c'est pas l'opposition politique officielle, c'est un mouvement vraiment de base de la société civile et apparemment, à travers le pays, il y a ce sentiment de ras-le-bol des Zimbabwéens. Vous en avez parlé, la contestation, elle a commencé sur Internet, via notamment les réseaux sociaux Twitter et WhatsApp. Est-ce que cela peut être un ingrédient pour mener à une contestation plus forte dans la rue ? Oui, je pense que ça a certainement contribué à ces contestations. L'appel à la ville morte de la semaine dernière était très très bien suivi. D'ailleurs, après ces protestations, les fonctionnaires ont été payés, la plupart en tout cas. Et donc le gouvernement a quand même réagi. Au-delà de la crise économique qui ronge le pays, est-ce qu'aujourd'hui c'est une colère plus large qu'exprime la population, Robert Mugabe étant au pouvoir depuis 36 ans maintenant ? Oui, bien sûr, en toile de fond, je pense qu'il y a toujours le fait que ZANU-PF qui dirige ce pays avec un main de fer
est blâmé pour l'implosion économique du Zimbabwe. Et ce qu'il y a, c'est le parti au pouvoir, je pense, est complètement absent et préoccupé par la lutte intérieure de succession de Mugabe. Il va partir à un moment donné. Donc, la lutte entre sa femme Grace Mugabe et le vice-président Emmerson Mnangagwa est quelque chose qui apparemment ne fait plus vraiment attention à diriger le pays. Et aujourd'hui, le régime, il est encore capable de mater les contestations. On l'a vu notamment avec la manifestation des chauffeurs de bus qui a été durement réprimée. Une centaine de personnes arrêtées, d'autres blessées par les chiens des policiers. Mais depuis, les appels aux grèves et aux manifestations continuent quand même. Est-ce que le régime du président Mugabe peut tenir encore longtemps face à cette contestation? Je crois que ça, c'est la grande question aujourd'hui. Le secteur de sécurité, police et armée au Zimbabwe a toujours été utilisé par le pouvoir pour réprimer la contestation. Donc je pense que Mugabe a toujours les moyens, mais est-ce qu'il a la volonté? C'est à voir. La politique au Zimbabwe, avec la formation du MDC, a toujours été très très sanglante. Donc on peut peut-être voir la même chose et que après quelques semaines, cette contestation commence à tirer à sa fin et que finalement Mugabe va rester au pouvoir. C'est très très difficile à dire qu'est-ce qui va se passer maintenant. Liselle Vaudran, merci. Merci. Liselle Vaudran, analyste et consultante pour l'Institut des études de sécurité en Afrique du Sud, répondait aux questions de Laetitia Bézin. À la une de l'actualité internationale, Theresa May investie première ministre par la reine Elisabeth II. C'était il y a quelques minutes à Buckingham Palace où David Cameron se trouvait aussi pour remettre sa démission. Theresa May lui succède donc à la tête du gouvernement britannique. Les pourparlers de paix interburundais se poursuivent, tant bien que mal, en Tanzanie, alors qu'au Burundi, Afsa Mosi, ex-ministre et proche du président, a été assassiné dans la capitale. Aux États-Unis, enfin, Donald Trump demande à une juge de la Cour suprême de démissionner. En cause, les propos critiques de Ruth Bader Ginsburg à l'encontre du futur candidat républicain à la présidence. Le journal des sports à présent. Pierre Chaperon, bonsoir. Bonsoir Catherine. À moins d'un mois du début des Jeux Olympiques, l'inquiétude grandit du côté du Nigeria. Le Nigeria ira-t-il aux Jeux? Raison de ce malaise, des problèmes d'argent comme souvent. Les sommes nécessaires aux préparations des athlètes ou même à la préparation au tournoi de qualification manquent à l'appel et pourtant le Nigeria nourrit de grandes ambitions pour ces Jeux. Plusieurs athlètes ou équipes nigérianes ont des chances de récolter des médailles, contrairement à Londres en 2012. Le fiasco de Londres justement que n'espère pas rééditer le ministre des Sports. Du Nigeria, Salomon Dalong. J'ai pu galvaniser les athlètes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, contrairement à ce qui s'était produit lors de notre participation calamiteuse aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ceci dit, nous avons un total de 74 athlètes qualifiés pour 8 disciplines athlétiques seulement. Nous avons décidé de restreindre le nombre de participations à toutes les disciplines dont nous revenions bredouilles. Nous nous sommes intéressés à 8 disciplines et les athlètes ont maintenant terminé leur préparation ici à Abuja et à Lagos. La prochaine étape consistera à rencontrer leurs homologues avant le début des Jeux Olympiques de Rio et nous sommes satisfaits du niveau de préparation. En revanche, nous avons des problèmes avec les financements et nous faisons le maximum pour bénéficier du soutien du président pour avoir les fonds nécessaires afin de procéder à la prochaine étape. We are pressing buttons to get attention of the president so that we can have funds to proceed from here to the next stage. Salomon Dalong, ministre des Sports du Nigeria, interrogé par Ishaka Adegboy. Les Jeux Olympiques, c'est du 5 au 21 août prochain à suivre sur RFI, mais nous avons le temps d'en reparler. Bien évidemment, on passe au football. En Guinée équatoriale, le vice-président de la FEGIFOOT a été sanctionné. Oui, la scène s'est déroulée le 20 avril dernier à l'occasion des éliminatoires de la CAN féminine entre la Guinée équatoriale et le Mali. Le vice-président Gustavo Dong Edou aurait commis des actes jugés
jugé inacceptable pour la CAF. Résultat, il est suspendu 2 ans de toute activité sportive et écope de $25 000 d'amende. La FEGIFOOT a réagi par la voix de son secrétaire général, Tadeo Nsoué Omba. Il dément ces accusations. Le vice-président en question était selon lui en campagne électorale et crée au scandale. La Fédération de Guinée équatoriale a 7 jours pour faire appel de la décision. Le Tour de France cycliste pour terminer. La 11e étape entre Carcassonne et Montpellier. Mauvaise journée pour le Sud-Africain Louis Menges. Oui, coureur le mieux placé au général, Menges a été retardé par les bordures créées à cause du vent omniprésent dans cette étape. Du coup, il compte 1 minute 9 secondes de retard sur le vainqueur du jour, le Slovaque Peter Sagan. Résultat, Menges perd des places au classement général. De la 9e, il recule à la 13e place à 2 minutes 10 secondes du maillot jaune Christopher Froome. Pas de quoi décourager Louis Menges. Il pense même remporter une étape sur cette grande boucle. Oui, jusqu'ici tout va bien, j'ai des bonnes jambes. J'espère garder cette forme jusqu'à Paris. Cette année, c'est différent. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile, mais le niveau des coureurs est très élevé. Je me sens très bien dans cette équipe. C'est extra, il y a de très bons gars. C'est une expérience nouvelle, un nouveau challenge. Vraiment, je suis content d'avoir rejoint l'équipe Lamprey. Par rapport au niveau de Chris Froome et de Nairo Quintana, je ne trouve pas que la différence soit très grande. Il n'est pas irréaliste pour moi d'arriver à ce niveau dans quelques années. C'est tout à fait possible. Oui, bien sûr que j'espère remporter une étape sur ce Tour de France. Nous avons vraiment des gars très forts et nous devons saisir les bonnes opportunités. Propos recueillis par Frédéric Gaspan. Merci Pierre Chaperon. Ainsi s'achève la dernière édition d'Afrique Soir. À la réalisation ce soir pour vous, Wafa Nour. À la assistante d'édition Cécile Périllard et à la rédaction en chef Christine Muraté. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure sur RFI, dans quelques minutes, je vais y arriver. Vous retrouverez l'édition internationale. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Au Gabon, les candidats à l'élection présidentielle avaient jusqu'à hier soir pour déposer leur dossier. Ali Bongo Dimba brigue un second mandat, mais plusieurs opposants lui contestent le droit de se présenter à cause de sa nationalité qu'ils jugent douteuse. C'est l'heure du zapping. Écoutez vos réactions, c'était ce matin sur RFI. Cette candidature doit être rejetée pour plusieurs raisons. C'est valable pour tous les Gabonais qui n'ont pas, sur le plan administratif, des documents adéquats lorsqu'on passe un concours. Il a plusieurs actes de naissance. Je suis un peu étonné d'entendre des gens dire que ce n'est pas un débat. Si, parce qu'il faut respecter nos textes. Il faut que quelqu'un qui veut concourir, surtout à un poste comme celui de président de la République, il faut avoir des documents administratifs clairs et nets et précis. Tous les candidats arrivent à cette étape-là ont des documents conformes. Et il se trouve que M. Ali a au moins 3 actes de naissance. À partir du moment où les juridictions compétentes, saisies par l'opposition elle-même, aussi bien à Libreville qu'à Paris, se sont prononcées et ont authentifié le document, j'estime qu'à partir du moment où la Sénat a validé le dossier de candidature de M. Ali Bongo, j'estime que la polémique est close. L'opposition gagnerait plus en crédibilité en réfléchissant sur un programme commun, en désignant un candidat unique à présenter, à défendre ce projet, plutôt qu'à rester enlisé dans cette polémique qui n'en est plus une, à rester enlisé dans des polémiques internes à elles-mêmes. Le débat de la nationalité du président de la République n'est pas un débat à négliger. Il est fondamental parce que c'est un débat de base pour la crédibilité de notre pays. On doit savoir qui en a à la tête de l'État. Et je crois qu'il gagnerait à prouver qu'il est gabonais pour la crédibilité de l'élection présidentielle. Je voulais manifester ma déception face à l'attitude de l'opposition de ne pas pouvoir fédérer des efforts pour présenter un seul candidat. Cette situation va malheureusement profiter aux candidats sortants, étant donné qu'il se retrouve seul face à 18 autres candidats, sachant bien entendu qu'il a des moyens. Il a un parti de masse et donc malheureusement on va se retrouver dans la configuration de l'élection de 1973 où on a vu son père, candidat sortant, se retrouver face à 12 autres candidats. Et bien nous nous sommes retrouvés avec un Omar Bongo qui sortait vainqueur.
Et demain à 8h10 TU, nous lancerons le débat sur la colère des jeunes de la ville de Gao au Mali. 33 9 693 693 70. Tous les jours, en direct de Paris, RFI vous informe grâce à ses 400 correspondants à travers le monde. Bombay, Johannesburg, Tokyo, Téhéran, Antananarive, Bangui, Moscou, Abidjan, Lisbonne, Washington. RFI, les voix du monde. Les précisions à Caracas de Julien Gonzalez. Merci Muriel Delcroix, correspondante d'RFI à Londres. Les détails de notre correspondant à Beyrouth, Paul Merci Khalifa. à vous, Marielle Vituro, notre correspondante dans les Pays-Baltes en direct ce matin. RFI.